Monsieur Emmanuel Bignamou, nous sommes à Anvers, où vous avez organisé une rencontre politique avec plusieurs membres des différents partis politiques de la société civile. Est-ce que nous pouvons savoir ce qui vous a poussé à prendre cette initiative? Merci d'abord pour la question. Nous voulons tout simplement jouer notre rôle, étant le mouvement syndical des familles, qui est la Ligue des familles congolaises, qui défend les intérêts des Congolais et des familles congolaises, on peut dire, et de ses membres. Cela veut dire nous qui sommes à l'extérieur, donc de la diaspora congolaise. Nous voulons en même temps que nous puissions comprendre, et quand je dis nous puissions, tout le monde, c'est-à-dire les familles congolaises, comprennent quand même qu'est-ce qui se passe au Congo. Quels sont les enjeux politiques? Pourquoi il y a quand même la crise sociale majeure au Congo? Pourquoi il y a tant de barbarie et tout ce que nous écoutons de gauche à droite? Oui, nous avons suivi notre ami de la société civile, l'avocat, qui a un peu tiré sur les politiciens. Et nous avons écouté aussi les politiciens congolais. Vous, après ce que nous avons suivi à l'intérieur, qu'est-ce que vous espérez que nos hommes politiques, que la société civile fasse désormais pour le Congo? Il y a d'abord, pour le Congo, je crois que nous devons faire un choix. Le Congo d'abord mérite d'être analysé sérieusement. Pourquoi je dis analyser sérieusement? Parce qu'un pays malade, avant de le soigner, il faut diagnostiquer. Quant au diagnostic, on trouvera à ce moment-là quel sera le remède approprié pour le Congo. Et actuellement, si on ne fait pas ça, et nous tendons toujours à faire des discours ou à faire n'importe quoi, là, nous ne pouvons pas avancer. Et comme la situation est tellement grave, je crois que nous méritons d'abord que nous puissions être unis, diagnostiquer le Congo, faire ce qu'on appelle, même les mots simples, l'état de lait de la situation, et à ce moment-là, nous pouvons avancer ensemble. Une des intervenantes, à savoir Mme Justine Kassavoubou, a déploré le fait qu'il n'y ait pas de femmes, ou presque pas de femmes du tout. Or, vous parlez famille, je suppose qu'il y a les femmes et les hommes. Et comment expliquer que nos sœurs d'Anvers ne viennent pas? Et elles ont peur de la politique? Bon, vous connaissez bien, chez nous, quand on parle surtout de politique, et puis on voit surtout que c'est les hommes qui se mettent devant, mais le monde change. Voilà aussi, c'est une obligation de notre part à mobiliser aussi les mamans, comme vous avez dit, de famille, parce que sans les mamans au niveau de la famille ne sera pas tellement dans une bonne situation. Nous sommes obligés à mobiliser nos mamans pour que les mamans en fait puissent aussi mobiliser nos enfants ensemble, que nous puissions aller de l'avant. Donc ça, je crois que c'est la responsabilité de chacun de nous, donc à savoir s'assumer. De ce côté, nous avions accepté et nous devons jouer ce rôle-là, à se mobiliser davantage et surtout nos femmes ou nos mamans. Et votre dernier mot? Ainsi, on peut dire à toute la communauté congolaise de partout, la grande famille congolaise a besoin d'être unie, fort et ensemble. Pourquoi? Parce que, vous savez, se disperser davantage, nous perdons nos énergies pour ne rien avoir. Nous avions besoin quand même de cette unité, de cette force, afin que nous puissions aller de l'avant. Je crois que c'est par là que nous devons comprendre que restons ensemble, ça pouvait quand même nous aider, ça pouvait quand même nous mettre ensemble, ça pouvait quand même nous unir davantage afin que nous puissions conjuguer ensemble un seul verbe, ce qu'on dit, mettons-nous la main à la pâte et nous allons avancer ensemble au nom de notre Congo. Ok, monsieur Emmanuel Bignamou, nous vous remercions. C'est nous qui vous remercions. Job, c'est à nous, la société civile, de distribuer ces cartons. Et prime abord, avant de pouvoir parler de ce que je veux parler, moi j'ai toujours dit que la responsabilité, les mal congolais, ce sont des politiciens congolais et leurs partis politiques. Où est le Congo? Il y a tellement de sujets. Chaque jour au Congo, nous avons des sujets. Chaque jour au Congo, il y a des accords. Chaque jour au Congo, il y a des protocoles, des ententes, des conventions, des arrangements. On va à gauche, on va à droite pour chercher un peu à trouver une solution. On va dans tel pays,
là-bas, on négocie. Quand ça finit, 30 jours après, on va encore dans un autre pays pour négocier. 40 jours après, on va dans une commune pour négocier. Et tout ça, c'est un jeu. Et on ne sait pas tout parler. Parce qu'il y a tellement d'accords, il y a tellement de protocoles, il y a tellement de choses qu'ici, dans quelques minutes, on ne sait pas tout exposer. Mais ici, je veux un peu frôler, parler un peu du traité de Nice et essayer un peu de voir les nouveaux, la nouvelle loi sur la CENI, la commission nationale chargée des élections. Si j'ai une copie du traité de Nice, j'ai suivi d'ailleurs une fois notre modérateur poser la question à l'un des signateurs, il lui dit, est-ce que tu peux me donner une copie? Son interlocuteur lui dira, attendez, attendez, jusqu'à la fin, je n'ai pas vu là où on lui a transmis la copie du traité de Nice. Je me suis posé la question, alors les gens jouent avec qui? Il a promis, il a dit, je veux vous les transmettre. J'ai ici, il a brandi toute une fable. J'ai ici, je vais vous les donner. Mais il ne l'a jamais donné. Et si on lit un peu, tous les signataires ici, apparemment, la tête d'affiche de ce traité de Nice, c'est les politiciens. Ce sont les politiciens qui ont appelé les gens à gauche et à droite et pour faire ce qu'ils ont fait avec ces traités. Alors, ces traités a des problèmes, pose réellement des problèmes. Chaque fois que je me mets un peu à analyser les traités, il y a toujours des problèmes. Il y a, par exemple, les préambules posent des problèmes. Il y a l'article 1 sur la transition, pose des questions. Il y a l'article 3. On peut poser des questions sur l'article 3. Sur l'article 5, qui parle du social, ça pose pas de problème. Sur l'article 6, il y a encore des questions à se poser. Sur l'article est soumis au devoir, à la conformité du devoir. Qui dit droit, dit loi. Or, nous, en tant que Congolais, nous savons que nous avons la première loi, c'est la Constitution qui régit notre pays. On a vu des gens fêter, les ministres des Affaires étrangères, les porte-parole du gouvernement, qui ont tous éclaté des joies en disant voilà, nous avons maintenant une solution pour les 1-23, s'ils essaient, la brigade va s'occuper d'eux. C'est de l'irresponsabilité, nous appelons à la démission. C'est pourquoi nous disons qu'il est dangereux de dormir sur ses lauriers. L'armée congolaise doit être restaurée, l'armée congolaise doit être refondée même. Nous devons avoir une armée dissuasive, moderne, républicaine, motivée. Les soldats doivent savoir pourquoi il se bat, où il a laissé sa femme, où sont ses enfants. Et c'est ça qui va faire que nous aurons une armée forte, qui va protéger nos frontières à l'intérieur et à l'extérieur. Ensuite, je voudrais terminer, parce que je n'ai pas le temps de parler beaucoup, nous pourrons développer dans le débat. Je voudrais terminer par une réflexion. Nous avons analysé la crise politique congolaise ne date pas d'hier. C'est depuis 1960 que le Congo traverse régulièrement des crises périodiques. Et malheureusement, nous constatons toujours que l'opposition congolaise a mis trop en avant les aspects institutionnels de la crise congolaise. Nous parlons souvent des mandats, de durée des mandats, des constitutions, des articles, des commissions, etc. C'est de la politique politicienne. Est-ce que le peuple se retrouve dans ce discours? Voilà pourquoi nous appelons à l'INC que l'opposition congolaise aujourd'hui prenne aussi sa responsabilité en mettant en avant la crise sociale. Le Congolais souffre. Tout à l'heure, on a parlé de la crise pour l'électricité.
l'eau, qui sont devenues des denrées tellement rares que les posséder à Kinshasa est un luxe. Les soins de santé, l'accès à l'éducation, les universités ont été proclamées, 500 universités africaines. Le Congo ne figure pas sur cette liste. Nous sommes les derniers dans les indices de développement humain. Nous venons d'être exclus du processus de minerais. Nous sommes une nation faillie aujourd'hui. Et la question sociale est au centre des préoccupations des citoyens. Et nous, les politiques, c'est à nous de prendre cette problématique et la mettre en avant. Nous nous demandons pourquoi nous n'arrivons plus à mobiliser la population derrière notre combat. À Kinshasa, il est difficile aujourd'hui de faire sortir la population. Pourquoi? Mais les gens n'ont pas mangé. Ils doivent aller chercher les pommes pour ses enfants. Il ne s'est passé sur la situation actuelle du Congo. Donc nous donnons la parole à M. Mangwaou Jean-Mathieu, qui va aussi nous faire sa lecture à lui ou au nom de son parti. Donc voilà, M. Mangwaou. Le sujet qui nous réunit ce soir s'intitule bien « Où va le Congo ?» J'étais très heureux de suivre l'intervention de la presse où on a dit que les routes, les hôpitaux, l'armée, l'identification des citoyens, les processus démocratiques, tout ne marchait pas. Mais chez nous, pour répondre à cette question, où va le Congo? Nous disons tout simplement que ce pays est sous occupation. C'est clair et c'est net. La République démocratique du Congo, notre pays, est sous occupation étrangère. Alors, devant cette situation, bien sûr, les Congolais n'ont pas adopté la même stratégie. Il y a ceux qui ont choisi l'opposition politique ou qui collaborent avec ces régimes d'occupation. De ce groupe-là, vous allez entendre parler des combattants. Et les combattants de ce groupe, qui sont au pays et ici, dans la diaspora, ils se limitent dans leur lutte à rechercher aujourd'hui l'impérium. Donc ils recherchent la vérité des urnes. C'est un choix qu'à notre niveau, nous respectons. Mais de l'autre côté, c'est-à-dire chez nous, on trouve que on ne peut pas libérer un pays occupé par des élections. D'ailleurs, il y en a eu deux, donc 2006 et 2011. À chaque fois, nous avions dit que ça n'allait pas permettre la résolution des problèmes de notre pays. Mais j'espère que dans le débat, des questions seront posées pour qu'on puisse développer davantage cet aspect. Parce que, au même temps que nous avions dit que nous n'allions pas participer à ces élections, nous avons été obligés, de par des demandes, de soutenir des positions qui nous étaient présentées. Donc, chez nous, cette majorité des Congolais, du fait de l'occupation de notre pays, nous sommes entrés en résistance contre ce régime d'occupation. Et nous n'accordons aucune légitimité à ces institutions dirigées par les occupants. Chez nous, nous disons des patriotes résistants. Car nous n'accepterons jamais
de traiter ni directement ni indirectement avec le pouvoir d'occupation. Notre but, notre force et notre idéal, c'est de nous battre chaque jour pour bouter dehors les forces d'occupation, sous toutes ses formes. Ce n'est qu'après que les Congolais pourront se retrouver entre eux et parler de dialogue, parler de tout ce qu'on peut entamer pour régler les problèmes du pays. Le résistant dont je viens de parler, c'est quelqu'un qui est patient. Il ne vient pas pour un positionnement politique. Il ne vient pas pour une solution matérielle, comme ce qu'on voit ailleurs. Merci beaucoup. Tout d'abord, je dois vous saluer tous et vous remercier de l'intérêt que vous ne cessez de continuer à nous témoigner. Alors, j'aimerais tout d'abord apporter un correctif. Je n'ai pas travaillé avec le pouvoir en place. Je pense quand même qu'entre le pouvoir en place et l'époque où j'ai été très brièvement ministre de la fonction publique et ambassadeur ici, il y a eu un assassinat. Et donc, je pense qu'il y a deux périodes qu'il faut nettement distinguer. Donc, je n'ai pas collaboré avec le pouvoir en place. Quand on dit pouvoir en place, c'est Joseph Kabila. Et donc, pour prendre le relais à ce niveau-là, nous pouvons nous interroger d'ailleurs, comment se fait-il qu'il soit arrivé à ce poste? Et je rejoins ici ce que mon voisin a dit tout à l'heure, que la responsabilité des hommes politiques congolais, elle est quand même très très grande. Bon, mais cela étant, moi je suis venu pour contribuer à éclaircir un petit peu les choses. Où va le Congo? Mais il faudra d'abord savoir peut-être d'où nous venons. Pour qu'on puisse savoir comment s'orienter vers l'avenir, il faudrait peut-être qu'on regarde d'où nous venons. Et je pense qu'à ce niveau-là, on n'a pas toujours cultivé le devoir de mémoire. Je crois qu'aujourd'hui, la situation du Congo, c'est une situation absolument encore plus grave que ce que nous avons pu entendre ici. Parce que la souveraineté de notre pays est en cause. L'indépendance de notre pays est en cause. Et je crois que pour qu'on puisse réellement donner le vrai diagnostic et qu'on puisse vraiment sortir notre pays de toutes ces difficultés, il faudrait qu'on puisse d'abord s'interroger que s'est-il passé lorsque la Belgique a récupéré le Congo, c'est-à-dire l'État indépendant du Congo. Il s'est passé des choses. Et il y a beaucoup de choses qu'on nous a cachées. Donc, ça c'est la première étape. Deuxième étape, en 1960, nos parents se sont battus parce que, évoluer, mais intellectuels, parce qu'il faut quand même qu'on rappelle ici que lorsque nos aînés faisaient la philosophie après le grand séminaire, ça équivaut à l'université. Et donc, nos aînés, lorsqu'ils se sont battus, ils ont pris conscience d'abord de ce qu'est notre pays. L'importance du Congo aujourd'hui, personne n'en parle. Et c'est peut-être ce qui explique justement toutes ces difficultés que nous connaissons aujourd'hui. À l'extérieur, dans la communauté internationale, tout le monde sait quelle est la valeur du Congo, quel est le poids du Congo, mais il n'y a que les Congolais qui ne savent pas quelle est la valeur et le poids de leur pays. Or, aujourd'hui, nous ne devrions même pas parler en termes de misérabilisme, nous devrions parler en termes de pays. On devrait même figurer, je dirais, parmi les pays consultants au G8, au G20. Je ne sais même plus combien de G il y a aujourd'hui. Mais de par le potentiel de notre pays, nous ne pouvons pas continuer à dire oui, nous sommes un pays pauvre ou bien potentiellement très riche, mais nous sommes un pays pauvre. Non, nous sommes un pays important. Et sur la géopolitique, nous sommes un pays absolument indispensable. Donc, en 1960, il y a eu des négociations. La table ronde politique. Et là, j'aimerais quand même qu'on salue
l'esprit de solidarité qui a uni nos aînés, parce qu'ils ont fait un front commun. Ils ont compris que face à l'occupant, c'est-à-dire le colonisateur, il fallait être unis. Et c'est peut-être cette unité qui nous manque aujourd'hui. Et c'était encore plus difficile pour nos aînés parce qu'en 60, ils ne se connaissaient pas. Il faut se rappeler quand même, sous la colonisation, il était parfois difficile d'aller d'une province à l'autre. Il fallait les laisser passer. Donc, front commun, ils ont arraché l'indépendance. Mais il y a eu aussi une deuxième phase, la table ronde économique, qui est passée sous silence. Et c'est là qu'il s'est passé beaucoup de choses. Donc, si nous voulons savoir où nous devons aller, il faut réouvrir les cahiers. Il faut réouvrir les dossiers. Et il faut examiner exactement quels étaient les termes des engagements. Parce qu'aujourd'hui, le Congo est un pays souverain. Comment se fait-il que ce soit nos combattants, que ce soit nos hommes politiques, qui courent après leur légalité ou leur légitimité, démontrée ici ou là, en 2011 notamment, et qu'ils ne soient pas entendus? Donc il doit bien y avoir des acteurs ou des intervenants que ça arrange. Il doit bien y avoir des gens, des groupes, des lobbies, qui savent très très bien quelle est la valeur de cette souveraineté et qui ne veulent pas souscrire à cette souveraineté. Donc moi je dirais que ce qu'il faut, ce n'est pas tous ces dialogues qui sont en fait des tourbillons, comme si on mettait les Congolais dans une bouteille, et on étouffe la bouteille, et une mouche, vous savez, quand vous mettez une mouche dans une bouteille, eh bien... Mougani, à vous la parole. Ben, merci beaucoup, monsieur le modérateur. Avant de me lancer dans cet échange, je serai succinct parce que je pense que mes co-débatteurs ont épuisé les sujets classiques que nous défendons d'habitude. Mais j'aurais été plus à l'aise aussi, je le signale d'emblée, parce que nous sommes tous de l'opposition, s'il y avait un co-débatteur de la majorité à qui on pouvait faire des échanges. Mais bon, on va faire cet élégant exercice entre nous, tout en attirant l'attention, parce que bien souvent, l'opposition nous donnons des fois une image négative en se tirant l'un sur l'autre, alors qu'on doit conjuguer nos efforts pour que demain, le Congo soit réellement libre. Où est le Congo? Qu'advient-il aujourd'hui du Congo? Moi, je dirais simplement que le Congo est malade. Malade parce que ses filles et ses fils n'arrivent pas à conjuguer ensemble pour sortir ce pays de cette crise. Madame Kassavou vous l'a bien rappelé, le représentant de la Paroko et tant d'autres, c'est inadmissible. Mais il ne faut pas, comme Maître l'a dit au début, pointer le doigt seulement sur les politiciens, parce que les politiciens, c'est finalement l'échantillon de la population. Il y a un réel besoin de réforme de mentalité dans notre pays, pour que nous prenions conscience, à la mesure suffisante, des défis qui ont été cités ici. Le défi de richesse, c'est ça le début du problème de notre pays. Un pays riche, au sous-sol, avec une population pauvre. L'indice de bien-être, comme ça a été dit par le représentant de l'UNC, le Congo fait partie des pays le plus bas. Je crois que c'est le 186e pays. C'est déplorable. Maintenant, le point de vue de mon parti. Je suis Jean-Jacques Bungani, représentant du MLC, parti cher à Jean-Pierre Bemba qui est à La Haye. Je salue au passage Madame Justine Kassavou d'avoir pensé à notre cher président, parce que c'est un des leaders politiques majeurs dans notre pays. Malgré son absence, le 24 mai, ça sera 5 ans. Ça totalisera 5 ans d'arrestation injuste, nous le disons à La Haye, parce qu'aujourd'hui, pour ceux qui ont l'opportunité de suivre, les charges ne font que diminuer. Au départ, on l'arrête parce qu'on dit qu'il est co-auteur avec le défunt président Patassé pour terroriser et tuer des Centrafricains. Et très vite, dans l'évolution du dossier, on se rend compte qu'il ne pouvait pas être co-auteur parce qu'il n'est pas présent pendant les affrontements, donc d'octobre 2002 à mars 2003 à Bangui. Le procureur est obligé de requalifier les faits et Jean-Pierre Bemba est poursuivi comme chef hiérarchique. Responsabilité directe des militaires. Cela aussi a été vite dégagé par la défense
parce que Jean-Pierre Bemba ne pouvait pas être dans la chaîne de commandement des opérations. Et donc, vous avez vu qu'en décembre 2012, la Cour a encore demandé au procureur de requalifier une seconde fois. Et le président Bemba est poursuivi maintenant comme dans l'hypothétique connaissance des faits. Il aurait dû savoir, il aurait dû être informé que ces militaires commettaient des exactions. Donc, vous savez qu'un procureur de haut niveau, on lui demande de requalifier les charges à 2 fois, souvent ça ne fait pas bon augure. Mais avec Dieu, nous vaincrons, nous y croyons fortement que très bientôt, le 2 juillet, ça sera le passage du dernier témoin, et cette année, c'est l'année de la fin de la procédure. Nous aurons une issue par rapport au dossier du président Bemba, et nous l'espérons heureuse. Quant au pays, je ne vais pas dresser le tableau qui a été dressé par des de nos amis. Tout est au rouge. Les indicateurs sont au rouge. Au niveau politique, il y a une boulimie de la majorité présidentielle. Ils utilisent tous les artifices pour mettre des opposants en prison, empêcher l'opposition de s'exprimer. Au niveau économique, je citerai simplement des petits exemples pour illustrer. Comment pouvez-vous comprendre que le gouvernement actuel, dirigé par M. Matata, se complaît de dire qu'ils ont un taux de croissance de 7% pour le 1 an d'exercice de la chose publique, alors que cela ne se manifeste pas dans l'assiette du Congolais lambda. Le panier de la ménagère n'est pas rempli. Le policier ne touche que 60 $. Le diplômé ne touche que 74 $. Le gradué, 81 $. Le licencié, 84 $. Et le ministre de l'Enseignement, Macaire, fier d'annoncer qu'il y a une augmentation de 30 $. Ces gens passeront de 74 à 102 $. Alors que de l'autre côté, les députés, il faut le dire, nous sommes de l'opposition, mais j'aime bien le rappeler, même ceux de nôtres qui sont là, touchent 9 200 $. 6 200 comme émolument, plus 3 000 qu'on appelle des invisibles. Les sénateurs ont des émoluments à 14 000 $. Les mandataires, au-delà de 10 000 $. Est-ce que c'est un pays normal? Avant même qu'on redéfinisse le problème de notre propre indépendance. Mais ceux qui ont la charge publique, Mboudi, les accords qui ont été signés déjà, qui ont été décidés depuis 2006, jamais d'application. Voilà, je peins rapidement le tableau de ce Congo qui est le nôtre, le Congo où ceux qui sont à la manette du pouvoir pillent, organisent la paupérisation du peuple congolais et finalement entretiennent ce qui se passe aujourd'hui à l'est de la République. D'entrée de jeu, je disais que le problème se base au niveau des richesses de notre pays. C'est des entreprises mafieuses, des organisations criminelles qui, pour perpétrer le vol de notre sous-sol, de nos richesses, entretiennent des rébellions partout et avec la volonté et l'appui des fils et des filles de ce pays. L'an dernier, un rapport des Nations Unies a clairement cité un général de FRDC, général Amis Tangofor, négociant des armes et munitions avec des groupes rebelles. Si nous devons parler dans notre langue, Atako Tozaka Bololé, Bololé en Tiwapi. Les propres militaires de FRDC, dans un rapport des Nations Unies, ont commis encore des exactions. Plus de 400 viols. Je ne sais pas si vous êtes au courant. La presse, en tout cas, a relayé. Le gouvernement congolais a mis du temps à commencer à essayer de faire des enquêtes à ce sujet. Voilà le tableau triste de notre pays. On va aller dans les détails lors de l'échange, mais je veux simplement rappeler que pour que notre pays demain arrive au niveau qui est le sien, ça passera par une refonte profonde de nos mentalités. Parce que si aujourd'hui, avec la même mentalité, il n'y a pas du gain facile, le vol, l'escroquerie, la tricherie, d'autres acteurs arrivent au pouvoir, c'est pour recommencer avec le même système. Je laisse le...
et tous les intervenants des pays qui ont reconnu la République démocratique du Congo le 30 juin 60. Parce que c'est là nous devons revoir quelle est la signification. Il faut qu'on remette le lexique politique à jour. Il faudrait que, lorsque le Congo veut s'exprimer souverainement, que ce soit aussi compris de la même façon parmi nos partenaires. Et donc moi je pense que... L'ordre des questions qu'on pourra poser, parce que je ne vois pas comment on peut aller avec les questions Mateba, questions occupation. Ça va être un peu une cacophonie, on va rentrer dans un débat qu'on ne saura pas bien comprendre. Je ne sais pas si vous y avez pensé, de pouvoir orienter les choses de manière à nous permettre d'avancer d'une façon assez convenable. Merci. Merci pour votre suggestion. Donc, on a... En fait, le sous-thème, comme on a eu à parler tout à l'heure. Kinzi, Jean-Pierre. Ah, Jean-Pierre. En fait, je m'adresse au maître qui est là et puis à maman Justine Kassapou. Parce qu'au début, déjà, en faisant un récapitulatif sur tout ce qui s'est passé au Congo, que ce soit dans l'histoire et sur au moment où nous en sommes, le Congo et le peuple congolais, nous luttons déjà à un grand problème qui est dans la situation géopolitique. En fait, aujourd'hui, du point de vue juridique, nous savons que chaque pays a une constitution, mais cette constitution étant le socle d'un pays, du point de vue des lois, et maintenant sous une autre puissance qui est le droit international. Alors, ne pensez-vous pas que jusqu'à... Vanantete Ndungidi. Vanantete. Vanantete Ndungidi. Vanantete. Ouais. Bon, tozolobela makambo ya Congo. Ngana tuna kaka ba politicien na biso. Est-ce que politique oyo bamindele balakisa biso oyo bino boza ko amener ozola ba constitution ba démocratie est-ce que yango boko continuer na yango un jour ceux qui mboka échanger makambo na mboka ou bien boko kotisa ba vision oyo eza ko répondre na ba réalité ya ba mboka na biso jusqu'au fond ya ba région na biso. Question na ngai ya mibale ezali natuni be soki boko kotisa eloko moko oyo ezosala penda mpona biso na réalité na biso africaine mais principalement la réalité à Congo. Parce que politique oyo mindele bayelakisa biso ya kozala baparti politique ebele kote tozomona mouvement démocrate mpona apareko eza koamene biso jusqu'à présent na rien. Nayebi soki bokozala na vision mosusu na futur na ndenge bomoni baréalité ya monde awa eske toza kovanda par rapport bato baza kotana na Afrique. Bonjour, je m'appelle Claude Zola. J'ai deux questions à poser à des intervenants. D'abord, Madame Justine et puis notre confrère de la Pareco. Parce qu'on parle, il y a la question qu'on pose, où est le Congo, donc comment faire pour le Congo. Donc, pour trouver une solution, il faut un peu cohabiter ensemble. Donc, vous avez parlé un peu de la résistance. Donc, résistance, ça veut dire résister, ça veut dire se battre d'abord. Parce qu'on ne peut pas résister si on ne se bat pas. Quelle est votre manière de combattre et vos stratégies plutôt? Et à Madame Justine, vous avez occupé plusieurs fois des postes, vous connaissez un peu plus l'histoire de notre pays. Et s'il y a moyen, vous pouvez nous relater un peu, parce que vous avez parlé un peu d'éclaircissement. Donc éclaircir, ça veut dire un peu de vérité. Hein. Qu'est-ce qu'il y a en dessous de tout ce que vous avez, nous avons au Congo, que vous avez connu pendant toute votre période de pouvoir ou votre période de politique au Congo? C'est ça des questions que je vous pose. Je suis activiste des droits de l'homme, FIDH, et puis membre de la Ligue des droits de l'homme en Belgique. Juste des questions, je voulais poser en englobant le politicien. Parce que tout ce que nous subissons, nous,
étant que des activistes, nos activistes, ce sont comme des journalistes. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, nous étalons, nous essayons un peu d'élaguer ça à la portée de tout le monde. La situation que nous subissons au Congo, nous étant que les activistes des droits humains, nous trouvons, c'est comme si le politicien, dans l'essence de l'opposition, n'ont pas les mêmes idées, ils n'ont pas une cohésion. Ils ont des idées dispersées. C'est pour cela, le pouvoir en place, les hébergeants, entre autres, sont tentés de mater sur nos politiciens, soi-disant les opposants. Parce que nous sentons même le mouvement de ces hommes politiques-là. Il est opposant, demain après le lendemain, quand on attend le maire, on lui propose quelque chose, il devient membre du pouvoir. Et quand il ne se retrouve pas là où on l'a attendu le maire, il retourne encore opposant. Donc voilà là où moi je trouve que le Congo est tenté de se dégringoler à cause des hommes politiques. Que pensez-vous pour être unis et combattre pour faire sortir le Congo dans la crise? Vous, étant que les opposants, avoir une même idée, une même pensée pour faire sortir le Congo dans la situation que nous avons. Ma deuxième question, pour en finir, c'est juste à Madame Justine aussi. Et je crois Maître José aussi n'a qu'à, en tant que société civile, parce que quand nous voyons société civile, ils sont en train de crier, mais ils ne sont pas écoutés à cause de nos politiciens. Madame, nous subissons un moment très dur et très difficile. Vous nous avez rappelé l'historique ou l'histoire du Congo. Mais que pouvons-nous faire au stade où nous sommes pour ne plus d'abord revenir au problème de la colonisation, des agendas cachés? Laissons d'abord les agendas cachés pour ne plus encore en parler dans les stades où nous sommes. Le Congo est en train de partir. Que pouvons-nous faire au moment ici opportun pour nous, tant que la population congolaise, mener une action, faire quoi pour d'abord sortir les gens qui ont occupé le Congo au moment où nous sommes? Parce que nous voyons que ça revient toujours. En 2006, il y avait les tricheries, 2011, tricheries, mais finalement, au moment où nous parlons, il paraît qu'on est en train encore d'arranger pour... Il vous dépanne, puisque la misère est partout. Il vous dépanne, vous êtes content. Et quand ça ne va pas, il vient vous rejoindre et ensemble vous chantez en chœur, voilà, la dénonciation sur le pouvoir en place. Mais est-ce que nous sommes vraiment responsables pour que l'impunité, qu'on puisse aussi nous-mêmes l'exercer? Parce que tout ne passe pas par la justice. Par exemple, si votre frère se comporte très mal, ou bien s'il accepte d'aller voter une loi qui est unique, ou il se comporte d'une manière comme on voit aujourd'hui le folklore qu'il y a au Parlement, on commence à s'insulter, on parle, les vedettes, les journalistes, hein, etc. Bon, mais qu'est-ce que vous faites quand c'est un des vôtres qui est dans ce comportement-là? Normalement, nos frères, si nous étions conséquents, devraient avoir honte même d'aller. Alors, dernier exemple à cet égard, les 40 députés de l'opposition, à qui M. Tshisekedi avait demandé de s'abstenir d'aller dans l'hémicycle, il ne leur avait pas dit « ne soyez plus députés ». Il était en train de défendre une cause d'intérêt général. Il a dit, si vous allez renforcer l'argumentaire du camp d'en face, et donc vous allez diminuer l'exigence pour l'impérium. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils sont allés. Et sachez que dès que les 40 parlementaires de l'opposition sont entrés dans l'hémicycle, nous avons entendu le ministre des Affaires étrangères trouver justification à une initiative quelconque en disant, oui, mais toute l'opposition est dans l'hémicycle. Et nous sommes partis jusqu'aujourd'hui. Donc ça, c'est ça la conscience politique que nous n'avons pas ou que nous n'exerçons pas, ou cette vigilance que nous n'exerçons pas. Donc c'est là que nous devons absolument travailler, vous comme nous. Vous avez un frère au Parlement, commencez à vous comporter vraiment en démocrate et commencez à lui exiger un comportement exemplaire, quitte à démissionner. Tout le monde chante aujourd'hui. J'ai encore rencontré la fille d'un éminent sénateur il y a 3 ou 4 jours, qui me disait, oui, Maman Justine, je viens du pays,
mon papa, donc, qui est parmi les sénateurs, rien ne va. Rien ne va. Mais entre-temps, elle ne m'a pas dit que tel va démissionner. Rien ne va, mais tout le monde continue. Bon, alors je vous ferai observer au passage que moi j'avais démissionné. Mais je n'entends pas non plus souvent des encouragements qui fassent référence à cela. Donc parfois aussi l'homme politique, quand l'homme politique pose des actes forts, il faut aussi que vous puissiez être là pour l'encourager. Parce que cet encouragement mutuel, c'est ça qui fait aussi avancer les choses. Mais lorsque vous donnez l'impression que oui, ça n'a pas d'importance, ça veut dire que vous accordez l'importance à ceux qui ne démissionnent pas ou qui n'ont pas ce courage-là. Donc je crois que le problème de la conscience, c'est chacun qui doit pouvoir y penser et c'est chacun qui doit pouvoir le porter. Alors il y a eu encore une question, si je ne m'abuse, concernant la scientologie. Oui, c'est ça. Moi, écoutez, moi je pense que les démentis que j'ai donnés ont été absolument formels, ont été absolument clairs. Moi, je suis chrétienne. Vous savez bien que, bon, je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'Africains ou de Congolais qui portent des tabliers, d'autres qui portent des foulards. Bon, chacun a un petit peu goûté à l'occidentalisme, c'est vrai, mais moi, je suis chrétienne. Exiger qu'enfin la République démocratique du Congo puisse se retrouver avec les partenaires internationaux, ceux qui ont signé l'acte de reconnaissance du Congo belge et ceux qui ont signé l'acte de reconnaissance de la République du Congo qui a adhéré au système des Nations Unies dès 1960. Je pense qu'à ce moment-là, quand les cartes seront sur table, nous pourrons exactement savoir qu'est-ce qu'on nous cache, parce qu'on nous cache des choses.